Le webinaire d'aujourd'hui sur l'agriculture et la sécurité alimentaire est co-organisé avec le média en ligne indépendant Basta. Et c'est donc Sophie Chapelle, journaliste à Basta, qui va l'animer. Je passe la parole à Sophie. Merci Isabelle et bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le thème de « Après la pandémie, la faim », où nous allons donc aborder les questions d'agriculture et de sécurité alimentaire à travers le prisme de plusieurs pays, en l'occurrence le Sénégal, le Maroc et la France, mais aussi plus globalement à une échelle internationale, puisque nous avons avec nous des témoignages, notamment de la Via Campesina à travers la voix de Josie Riffaut. Un petit mot simplement, donc, je suis donc journaliste pour Bastamac.net, un média indépendant qui est basé à Montreuil, en Île-de-France, et je suis plus particulièrement les questions d'agriculture et de sécurité alimentaire. Dans un rapport publié fin avril, l'ONU a alerté sur le fait que le nombre de personnes au bord de la famine pourrait doubler de 135 millions en 2019 à 265 millions d'ici la fin de l'année 2020. Les zones de conflit, dont le nord-est du Nigeria, le Soudan du Sud, la Syrie et le Yémen, sont particulièrement sujettes à la famine, ainsi que l'Inde et plusieurs pays d'Afrique de l'Est, Soudan, Éthiopie, Somalie, qui sont actuellement confrontés aux ravages de toutes les cultures par la pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans. Alors avec nous, nous avons 3 intervenants, certains qui sont en passe de nous rejoindre. Donc avec nous, nous avons Josie Riffaut, qui est paysanne en Gironde, ancienne déléguée européenne de Via Campesina. Bonjour Josie. Avec nous également, qui va nous rejoindre très bientôt, je l'espère, Mamadou Sissoko, qui est président d'honneur du ROPA, qui est le réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest, et également du CNCR, qui est le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux au Sénégal. Et ma première question, elle va aller à Najib Akesbi. Bonjour Najib. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut d'agronomie de Rabat au Maroc. Le confinement au Maroc doit être levé le 10 juin. En quoi cette crise sanitaire révèle, selon vous, non pas un problème d'offre, mais bien d'accessibilité? En quoi, aujourd'hui, nous ne faisons pas un problème de pénurie alimentaire, mais bien d'accès à la nourriture? Bien. Bonjour à tout le monde. J'aimerais d'abord préciser que, vous savez, au Maroc, dès le mois de février, bien avant le déclenchement de la pandémie proprement dite, on savait malheureusement que l'année allait être une année de sécheresse. Le déficit de pluviométrie enregistré jusqu'au mois de février était déjà malheureusement assez manifeste pour annoncer une année difficile sur le plan là. Et vous savez, une année, un déficit surtout, une sécheresse surtout au niveau de la production céréalière, c'est quand même pratiquement les 2/3 de la surface agricole utile du Maroc, c'est ça, hein, c'est les céréales. Dans un pays où 35 à 40% de la population reste rurale, hein, et quasiment les 3/4 de la population rurale vit de l'agriculture, ben, vous voyez tout de suite, hein, une sécheresse, ça veut dire un effondrement de la production. Donc effectivement, je peux vous dire que sur les 2 dernières années, la récolte céréalière a été divisée par 3. Pratiquement plus. On est passé de 98 millions de quintaux à ce qui est attendu pour cette année, autour de 30 millions de quintaux. Donc, le choc est dur et fort, et c'est évidemment d'abord un choc de l'offre. C'est la poudre produite. Seulement, compte tenu justement de l'importance de la population rurale, et ensuite, en fait, des conditions de confinement. En fait, la réponse au Maroc, comme elle l'a été dans d'autres pays, notamment européens ou nord-africains, la réponse à la pandémie, ça a été le confinement.
Et le problème, c'est que dans le monde rural, en fait, on a les paysans, la population agricole a en fait subi une sorte de double choc, de double peine. Parce que, malheureusement, les sécheresses au Maroc, on les connaît. Ce n'est pas la première fois. Et généralement, les agriculteurs, la paysannerie a des stratégies alternatives. Lorsque la production est défaillante, eh ben, on va travailler ailleurs. On va chercher ce qu'on appelle les revenus externes à l'exploitation. On va travailler en tant que salarié, on va faire des petites activités. Bref, on va chercher des moyens de vivre. Or, avec le confinement, même cette possibilité n'était plus permise. Et donc, une grande partie de la population agricole s'est trouvée obligée, en fait, de subir à la fois le choc, la baisse de la production et l'impossibilité de se procurer des revenus. Donc, c'est réellement une double peine et un double choc. Alors, face à cela, est-ce que, si vous voulez, évidemment, l'État a dû agir. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans un pays où on voit bien, d'ailleurs, cette crise l'a mise en évidence. En fait, une très grande partie de la population vit dans des conditions de vulnérabilité telles que, en fait, et de précarité, de sorte que si vous leur disiez d'arrêter, si vous leur dites d'arrêter de travailler et de se confiner, ils n'ont plus de moyens de vivre. Donc l'État a dû distribuer des revenus, des aides directes. Et là, justement, à l'occasion de cette opération, en fait, on a eu une idée de l'ampleur de la vulnérabilité dans la société marocaine. Pratiquement, je peux vous dire que 5 millions de ménages se sont déclarés en besoin d'aide de l'État. Si vous prenez la moyenne du ménage au Maroc, qui est de l'ordre de 4,6, vous êtes entre 20 et 24 millions, c'est-à-dire, je peux vous dire, entre 60 et 70% de la population. C'est ça qu'il faut retenir. Entre 60 et 70% de la population se sont déclarés en besoin. Ai-je besoin de dire que, évidemment, toute proportion gardée relativement en milieu rural, c'est encore plus important. Donc, non seulement cette crise a mis en évidence l'ampleur de la vulnérabilité, et l'a mise en évidence finalement que sur la question proprement dite de la sécurité alimentaire. Vous savez, on a coutume de situer la question au moins dans un premier temps à deux niveaux, c'est-à-dire le niveau de la disponibilité et le niveau de l'accessibilité. Il ne suffit pas que les produits soient disponibles, encore faut-il avoir le pouvoir d'achat, les moyens, les revenus pour y accéder. Eh bien, cette crise, en fait, a quand même mis en évidence une réalité assez clairement. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de disponibilité des produits. Le Maroc est encore, en tout cas jusqu'à maintenant, en situation d'importer. Donc, on importe massivement les produits dont on a besoin. Donc, les produits existent sur le marché. Maintenant, comme je vous ai expliqué, compte tenu des conditions et de la sécheresse et des conditions de confinement, les ménages ruraux se sont trouvés en situation justement de ne pas être en mesure d'accéder à cette alimentation. Alors, les revenus qui ont été distribués, pour être complet, et je vais arrêter là si vous voulez, vous savez, on a distribué, alors ça a pris du temps, ça a été laborieux, ça a été un peu fait dans le désordre. Globalement, on peut dire qu'on a fini peut-être par servir 4,5 millions, 4,8 millions de ménages. Il reste quand même, à ce jour, je peux vous dire, à ce jour encore, alors je sais qu'il y a une semaine, c'était 400 000 ménages, disons quelques centaines de milliers de ménages quand même, hein, à ce jour, et surtout en milieu rural, justement, là c'est l'accessibilité physique, hein, c'est-à-dire qu'il est plus difficile effectivement de parvenir aux populations, eh bien, je peux vous dire qu'une grande partie des ménages en milieu rural encore, malheureusement, à ce jour, n'a pas les moyens, n'a pas reçu d'aide directe, et donc
n'est pas en mesure d'accéder à l'alimentation. Merci Najib. La situation que vous observez au Maroc et où vous soulevez justement cette question de précarité alimentaire, elle touche aussi la France. On a vu, et plus largement en fait, c'est pas seulement les pays du Sud qui sont concernés effectivement par cette question de l'accessibilité. Il y a un rapport de la Brookings Institution selon laquelle un enfant sur 5 aux États-Unis ne mange pas à sa faim depuis le début de la pandémie, et c'est notamment en raison de la fermeture des cantines scolaires qui constituent le seul repas de la journée pour beaucoup d'enfants. Et en France, le Secours populaire a vu les demandes augmenter de 45% depuis mars. Josie Riffaut, vous êtes paysanne en Gironde, et c'est avec cette casquette-là que je vous pose cette première question. Beaucoup de médias ont parlé d'un boom des circuits courts avec la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous l'avez constaté localement et est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui en France pour avancer et structurer davantage les filières alimentaires et agricoles locales dans les mois à venir? Donc, bonjour à tous et toutes. Ça marche bien? Oui. On vous parfois entend. des petits problèmes. Je suis bien avant tout paysanne et j'ai du mal avec la technologie, je ne le cache pas. Oui, cette période est quand même particulièrement compliquée. Ça va un peu dans tous les sens. Au niveau de ce qui est communiqué, au niveau de ce qui est vécu, il y a un grand écart. Effectivement, il y a eu un boom de demandes. Tout d'un coup, il y a une révélation, c'est qu'on a besoin de producteurs, on a besoin de légumes, on a besoin de tout, et on se demande où on va les trouver. Ils sonnent tous à notre porte de façon désordonnée, ignorant pour, par exemple, les maraîchers que c'était une période en plus où il n'y avait quasiment rien dans les jardins, puisqu'on était à une période qu'on appelle la soudure. Donc, il y a eu c'était très, très anxiogène, très, très compliqué. Il a fallu répondre à des urgences. Il fallait qu'on soit capable de donner aux gens ce dont ils avaient besoin, alors que ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui se travaille sur du long terme. On ne peut pas répondre comme ça, de façon anarchique au dernier moment. Donc, dire qu'il y a eu un boom, moi je ne le traduirais pas comme ça parce que on a surtout vécu des entraves à la commercialisation, impossible d'accéder au marché. Donc pour plusieurs producteurs, notamment des producteurs de fromage, se sont retrouvés avec leur fromage sur les bras, ne plus savoir quoi faire avec les frigos pleins, etc. Et ça s'improvise pas en 3 jours, quoi. Hein, trouver d'autres marchés, d'autres. Donc on s'est épuisé, on est là dans un état d'épuisement total, alors que tout le monde parle de grand bonheur de trouver des nouveaux marchés. Il y a un hiatus total, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une incompréhension de ce qui se passe localement. Alors en plus, si c'est vrai pour l'alimentation immédiate, type légumes, fromage, œufs, les œufs ont manqué. C'est pas vrai pour les autres productions. Hein. Il y a pas que ça en agriculture, notamment la viticulture aussi. Aujourd'hui, c'est grave. Il y a déjà une crise viticole colossale. Et là, moi, j'ai des viticulteurs autour de moi qui demandent qu'ils vont pas laisser le raisin sur les pieds en Bordeaux. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Donc, je rejoins assez bien ce que disait tout à l'heure le camarade du Maroc, à savoir qu'il y a cette crise-là qui se rajoute à toutes les autres. Et effectivement, on a aussi le problème météo qui sont complètement délirants. On passe du froid au chaud, on a 30, on a 15, on a des orages, de la grêle. Là, les paysans vont pas bien du tout. La perspective, l'engouement qu'il y a sur la relocalisation, etc., elle est pour moi un peu décalée aujourd'hui. Peut-être effectivement on aura du mieux, mais c'est pas immédiat. Et dans l'urgence là, les problèmes qu'on a à régler sont vraiment énormes. Déjà, on n'a pas retrouvé nos marchés, on n'a pas retrouvé nos foires, on n'a rien retrouvé de normal.
la crise économique pour nous, elle perdure. On nous met des entraves, des boulets dans le pied, c'est terrible. Et aussi bien pendant le confinement, c'était difficile, mais chacun se démenait comme il pouvait. Et aujourd'hui, il faut qu'on se démène avec ce qui existait, ce qu'on a créé et la nature qui est difficile. La situation est pas chouette du tout en ce moment. Merci Josie. Alors, ce que vous dites concernant les problèmes de commercialisation en France, l'organisation La Via Campesina a justement alerté sur le fait que de nombreux productrices et producteurs à travers le monde avaient été freinés, privés d'accès aux marchés locaux dans énormément de pays. Justement, je me tourne vers Najib. Au Maroc, quels sont les signaux du gouvernement concernant une réorientation éventuelle de la politique agricole nationale, qui est actuellement donc très dépendante des importations, et au regard donc de l'insécurité alimentaire qui plane sur le Maroc? Et puis une question subsidiaire, le Maroc est un champion des accords de libre-échange avec un fort volet agricole et alimentaire. Est-ce que les signaux portent à croire qu'on va persister dans cette voie, ou est-ce qu'il y a des signaux qui tendraient à penser qu'on assiste à une réorientation en la matière? Bon, vous savez, d'abord au niveau des grandes orientations de politique agricole, hein, vous savez, au Maroc en 2020, c'est d'abord la dernière année de mise en œuvre de ce qu'on a appelé le plan Maroc vert, qui est étalé sur la période 2008-2020. Et je peux vous dire que globalement, ce n'est pas le lieu ici d'en discuter, mais on regarde la question de la sécurité alimentaire. Ce plan n'avait tout simplement pas du tout pris en compte cette question. C'est une question qui avait été quasiment évacuée et dans l'analyse, et dans les perspectives, et dans les projections. Et donc, le bilan aujourd'hui, il est patent. Et je peux vous dire que sur ce plan-là, malheureusement, le pays est en état de dépendance alimentaire encore plus que ce qu'il n'était il y a encore 10 ou 15 ans. Je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui, vous savez, au Maroc, on considère qu'on a 4 ou 5 groupes de produits de base qui sont un peu l'essentiel de l'alimentation de la population, évidemment les céréales, mais aussi le sucre, les huiles de graines, les produits laitiers et les viandes. Eh bien, je peux vous dire par exemple qu'aujourd'hui, on importe entre 50 et 60, cette année, par exemple, on va importer probablement 70% de nos besoins en blé, par exemple. Mais en moyenne, on importe entre 50 et 60% des besoins. Et le maïs, par exemple, qui sert pour la production de la viande blanche, est totalement importé. Totalement importé. On importe encore la moitié, sinon 55% des besoins en sucre. On importe 98% des besoins de consommation des huiles de graines. Bon, je pense que c'est fait ce passe de commentaires. C'est vous dire que la situation, elle est ce qu'elle est. Elle est patente. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'au regard de cette situation, on voit évoluer les positions? Vous savez, le ministre de l'Agriculture a fait la semaine dernière un discours au Parlement où alors là, malheureusement, réellement, on ne voit pas, on n'a pas vu les signes d'une évolution. Je peux vous dire même que le ministre, malheureusement, a repris des discours qui sont maintenant dépassés et depuis longtemps, du genre, de toute façon, il n'y a pas de problème, nous n'avons pas de problème, nous pouvons nous approvisionner sur le marché mondial sans aucun. Et je peux même vous dire qu'il a fait d'une certaine façon, autant il a fait un peu l'apologie des cultures d'exportation et que de surcroît sont des cultures extrêmement consommatrices d'eau qui, comme chacun sait, fait largement défaut dans notre pays et dans nos pays de manière générale. Autant donc l'apologie des cultures d'exportation utilisatrices d'eau,
autant d'une certaine façon, il a balayé un peu d'un revers de main toute la demande justement de garantie d'un minimum de sécurité alimentaire en matière de produits de base. Dit les céréales, il n'est pas possible de les étendre parce que ça ne rapporte pas. Tout ça, c'est vrai, l'argument, c'est il n'est pas possible d'étendre parce que l'agriculteur qui peut gagner 3-4 fois plus en faisant de la pastèque, par exemple, ne va pas changer le blé ou l'orge pour, enfin, la pastèque pour le blé ou l'orge. Et donc, bref, on a l'impression que véritablement, on a devant des responsables qui, non seulement, en fait, ne prennent pas les leçons, ne prennent pas grand-chose de l'expérience, hein, n'accumulent pas le fruit de l'expérience, mais restent quand même assez fermés, d'une certaine façon prisonniers de la vision du consensus de Washington. Pour faire les choses simples, hein, on reste encore sur cette idée que la sécurité alimentaire, ce n'est pas un problème, on peut toujours l'avoir sur le marché mondial. Or là, on est quand même dans le déni de réalité. Quand on voit aujourd'hui au niveau international, quand on voit justement la première leçon, l'une des premières leçons que nous apprend cette crise, c'est que c'est d'abord le caractère factice, trompeur hein, de la vieille mondialisation heureuse, etc. On a bien vu que au premier signe, chaque pays s'est retrouvé sur lui-même et quand vous avez même un président comme le président français qui se déclare partisan farouche de la souveraineté, je pense que les choses sont assez claires. Donc, je veux dire, au moment où dans le monde entier, on prend conscience de l'impératif de souveraineté alimentaire, et je dirais encore plus lorsque ça est là, on apprend au niveau mondial que tel grand pays producteur, exportateur de céréales est en train d'arrêter ou de restreindre ses exportations. Je veux dire, même si je sais bien, par exemple, que cette année, la récolte céréalière va être bonne, mais on ne peut pas, dans le contexte nouveau, actuel, ne pas prendre en considération l'insécurité qui se profile à l'horizon d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, de ce point de vue-là, on ne voit pas grand-chose évoluer, du moins au niveau de nos responsables actuels. Alors, sur l'accord de libre-échange, je dirais un seul mot. Hein. Sur les accords de libre-échange, vous l'avez dit, on a été un peu champion. On a aujourd'hui signé des accords de libre-échange avec 55 pays. Hein. Le problème, malheureusement, c'est que nous sommes en déficit avec les 55 pays avec lesquels nous avons signé des accords de libre-échange. C'est dire, hein. Donc, mais en dépit là aussi de cette réalité, je dirais, pour être aussi fidèle que possible à la réalité, je pense que dans le débat public, dans les milieux intellectuels, dans les milieux des gens qui discutent, dans les économistes, les agroéconomistes, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience, tout simplement d'abord devant l'évidence des faits. Quand vous êtes en déficit systématique avec tous les pays avec lesquels vous avez signé des accords de libre-échange, il va quand même faut se poser des questions. Donc, je pense qu'il y a une évolution de prise de conscience pour une certaine, du moins, atténuation des accords de libre-échange. Mais au niveau du gouvernement, malheureusement, honnêtement, personnellement, je n'en vois pas. Au niveau des responsables, on reste dans ce dogme libre-échangiste et qui, donc, aujourd'hui, je dis, n'annonce rien de très bon. Merci Najib. Alors, deux réactions par rapport à votre intervention. Sur la question des accords de libre-échange, il faut avoir en tête que durant la pandémie, le commissaire européen à l'agriculture a rappelé la nécessité à ses yeux de poursuivre toujours et encore plus dans la voie des accords de libre-échange. Et le deuxième aspect, et là c'est un commentaire d'une des personnes qui est en train de suivre ce webinaire, qui nous dit: au Maroc, à la sécheresse s'ajoutent les effets des dégâts dus aux inondations, changement climatique notamment, ce qui laisse poser la question de la sécurité alimentaire encore plus avec acuité. Et donc on rejoint tout à fait ce que vous venez de dire et ça éclaire d'autant plus, j'allais dire, l'irresponsabilité des gouvernements de persister dans cette voie.
Je me tourne vers Josie Riffaut. Et cette fois, avec votre casquette d'ancienne déléguée européenne de Via Campesina, je précise que la Via Campesina est une organisation qui a été fondée en 2003 et qui compte aujourd'hui 200 millions de membres issus de 63 pays. Comme le disait Najib, on a entendu Emmanuel Macron le 13 mars déclarer, je le cite, « Déléguer notre alimentation, notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France, une Europe souveraine. » Alors, la souveraineté alimentaire, c'est justement une bataille fondamentale qui est menée par la Via Campesina depuis des années. En quoi ce que vous entendez à la Via par souveraineté alimentaire diffère-t-il de ce que peuvent clamer les gouvernements en la matière? Alors, un petit rectificatif, la Via Campesina, c'est 1993, pas 2003. 1993. Un petit peu plus, je t'en prie, une histoire un petit peu plus ancienne. Et c'est important de le souligner parce que c'est en 96 que la Via Campesina commence à parler de souveraineté alimentaire. Et quand elle parle de souveraineté alimentaire, elle riposte directement à tout ce qui peut être accord de libre-échange. Et c'est contre l'OMC, les accords du GATT à l'époque, qu'elle s'insurge en disant mais c'est pas possible d'inclure l'agriculture au même titre que le reste dans ce système économique dévastateur. Donc vraiment, les paysans l'ont senti au plus profond d'eux-mêmes comme ça a été un cri d'alarme en disant non, nous, on ne peut pas accepter ça, ce n'est pas une marchandise banale, il y a trop de risques de jouer comme ça avec l'alimentation. Et donc, on est parti avec cette différence entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire qui est pour nous vraiment fondamentale, même si les deux sont importantes, il y en a une qui, la sécurité alimentaire, ne s'occupe pas de comment et avec quels moyens humains, économiques, sociaux on va fournir de la nourriture. On peut donner à manger des OGM, de la nourriture très bas de gamme sous prétexte de sécurité alimentaire. Pour la souveraineté alimentaire, il n'en est pas question. Là, il s'agit vraiment d'une vision politique beaucoup plus systémique, où là, on va inclure la question non seulement du droit de produire, mais de qui produit, comment, pourquoi et qui décide. Or là, c'est vrai que quand Macron nous fait des effets d'annonce en commençant à nous parler de souveraineté alimentaire, on ne sait plus si on doit rire ou pleurer, mais on est catastrophé parce que c'est du mépris. Bon, on sait bien, hein, c'est des effets d'annonce, ils emploient des mots de toute façon juste pour faire style, mais ça fait quand même peur parce qu'ils essaient ils nous roulent dans la farine depuis toujours, ils continueront. Par rapport à des questions qui me sont posées par des personnes là, je dis clairement non, il n'y a rien à attendre du gouvernement de Macron. Il ne fera jamais rien pour nous, puisque de toutes les façons, s'il voulait faire quelque chose pour nous, déjà il aurait commencé par ne pas fermer les marchés. Comment est-il possible d'accepter de dire que les marchés locaux de plein air sont plus dangereux que les grandes surfaces? C'est inadmissible, c'est incompréhensible, c'est pas vrai. C'est faux, ils mentent. Ils veulent notre peau, et ça fait partie de la façon dont ils s'y prennent. Donc je pense qu'on n'a rien à attendre d'eux du tout. Et que notre vision de souveraineté alimentaire, nous ne devons pas la laisser récupérer, et il faut qu'on soit nombreux au niveau. On a des réponses, c'est clair, mais je crois que ça, on y viendra après. Merci Josie. Alors effectivement, avant d'aborder les réponses, je voudrais quand même aborder un aspect avec Najib, qui est la question des travailleurs migrants agricoles. Depuis la pandémie, en fait, en bloquant les frontières, a mis en lumière les millions de saisonniers agricoles migrants sur lesquels repose une bonne partie de l'agriculture européenne. Sans eux, cette agriculture s'est trouvée très fragilisée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Najib, sur la situation des travailleuses marocaines agricoles qui vont notamment dans le sud de l'Espagne?
Là, vous savez que depuis de nombreuses années, je veux dire entre 10 et 15 000 femmes marocaines vont sur la base d'un contrat qui est entre les autorités espagnoles et les autorités marocaines. Et donc, généralement, elles vont entre le mois de janvier et le mois de mai, juin, pour les travaux justement au niveau des cultures de contre-saison dans le sud de l'Espagne. Alors, au-delà, on sait malheureusement depuis longtemps, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Ces femmes ne travaillent pas en Espagne malheureusement dans les meilleures conditions, hein, à tous les niveaux, et on sait quels sont ces problèmes. En fait, mais cette année, le fait nouveau, en fait, c'est évidemment la question de la pandémie. C'est-à-dire que ces femmes sont parties en début d'année, comme d'habitude, hein, avec un contrat qui se termine vers le mois de mai. Or, le problème, c'est que là, aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, la plupart, pour une bonne part en tout cas, ont dû avoir donc arrêté leur activité, mais se trouvent bloqués, comme toutes les personnes qui sont bloquées dans tel ou tel pays étranger et ne peuvent regagner leur pays d'origine, de résidence. Et donc, en fait, c'est une situation effectivement extrêmement difficile. Et malheureusement, on ne voit pas d'issue rapide parce que vous savez, en fait, hors ces travailleuses, vous savez qu'il y a presque autour de 30 000 ressortissants marocains, hein, qui se sont trouvés à l'extérieur du pays depuis l'avènement de la pandémie. Et malheureusement, encore une fois, à ce jour, le gouvernement n'a pas trouvé de solution, alors qu'on voit qu'un peu partout dans le monde, les gouvernements se sont d'une manière ou d'une autre débrouillés pour rapatrier, trouver des solutions, etc. Je peux vous dire qu'à ce jour, les quelques 30 000 Marocains qui sont à l'étranger sont toujours à l'étranger, souvent dans des conditions difficiles. Et alors, vous voyez, donc les 14 ou 15 000 travailleuses marocaines au sud de l'Espagne, malheureusement, ne font que s'ajouter à celles qui sont déjà à l'extérieur. Les autorités marocaines n'ont pas trouvé de solution, n'ont pas trouvé moyen de rapatrier et donc ces travailleuses, elles ont pour une grande part terminé leur travail et elles sont obligées de rester loin de leur famille dans le sud de l'Espagne en attendant que les frontières s'ouvrent. Merci Najib. Alors je précise que d'ici fin juin, les restrictions sur les déplacements des travailleurs saisonniers agricoles devraient être levées au sein de l'espace intra-européen, mais pour l'instant, aucune date n'a effectivement été indiquée concernant les déplacements extra-communautaires. Alors, Josie Riffaut, à travers cette question de la mobilité des travailleuses et travailleurs agricoles, se pose la question de la défense des droits sociaux et humains. C'est l'un des combats qui est mené par les organisations paysannes qui sont membres de la Via Campesina, mais c'est loin d'être le seul. Vous luttez également sur les questions de l'agroécologie, de l'accès au foncier, de l'accès aux semences. Alors que la récession économique s'annonce majeure avec de graves conséquences sociales, cette stratégie de la Via Campesina articulée autour de la souveraineté alimentaire est-elle plus que jamais pertinente ? Je crois que oui, évidemment. La crise qui vient avec le Covid, c'est une crise qu'on n'attendait pas forcément venue par ce biais-là, mais on savait bien que de toutes les façons, ce système ne peut pas continuer de fonctionner comme il fonctionne, parce qu'il est sur des bases fausses, parce qu'il est dans l'injustice généralisée, et puis aussi parce que d'un point de vue aussi bien du climat que de la biodiversité, il n'est pas tenable. Donc, on n'est pas étonné que cela arrive. Que ça arrive par ce biais-là, c'est une chose. On est loin d'être sorti des problèmes et ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres problèmes parce que
on oublie tout le reste, mais les problèmes climatiques ne font que s'accentuer, les problèmes de biodiversité, les problèmes de maladies, les problèmes sociaux, etc. Rien ne s'est arrêté, rien ne s'est auto-confiné, ne s'est auto-réduit, au contraire, c'est plutôt un facteur aggravant. Donc on est dans une espèce de spirale infernale qui va nous amener vers des horreurs si effectivement il n'y a pas une mobilisation généralisée pour enfin trouver d'autres modes de fonctionnement, d'autres perspectives que celles qui sont proposées par les gouvernements actuels. Moi, je vois pas un pays qui brille aujourd'hui vraiment dans ses initiatives par rapport à l'agriculture, et ça, c'est vraiment une catastrophe parce que c'est quand même bien, on l'a bien vu. Ceux qui sont vraiment indispensables aujourd'hui, c'est les soignants et les agriculteurs. Le monde s'arrête de tourner si nous ne travaillons pas. Et on est loin, les uns les autres, les unes les autres, d'avoir arrêté de travailler. On a travaillé double, on a travaillé triple. Et c'est carrément... oui, ça met en exergue le rôle, la place de l'agriculture. Et quelle agriculture pour demain? Les propositions, on les a, elles sont là, elles sont prêtes. C'est simplement les volontés politiques qui ne sont pas du tout au rendez-vous. Et je souhaiterais bien que ça change, mais c'est évident que les gouvernements actuels n'ont absolument pas l'intention de rien changer. On voit bien les APE plus que jamais, les accords de partenariat économique. C'est la preuve évidente que rien ne peut changer dans ces conditions. Je veux bien faire un tout petit commentaire sur la question des travailleurs saisonniers, parce qu'effectivement, c'est un sujet grave, parce que ce sont plus que des travailleurs saisonniers, c'est des esclaves dont nous dépendons, qui sont maltraités, mais à tout point de vue. Et la petite histoire quand même, c'est l'appel à des citoyens pour aller les remplacer, qui sont absolument incapables de les remplacer, parce que ces esclaves-là, ils ont un savoir-faire, ils sont pas interchangeables comme ça avec quelqu'un qui arrive du bureau et qui pourrait faire ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est dur, ce qu'il fait, c'est mal payé. Aujourd'hui, on doit le crier, ça. On doit crier que c'est pas normal, tout ce qui est produit en France et qui est produit à la sueur et au sang de ces nouveaux esclaves. Nous, on s'insurge contre ça. Il faut absolument, et parce que quelle est l'agriculture qui profite de ça? C'est l'agriculture industrielle. C'est celle qui détruit la petite paysannerie, elle détruit tout. Et elle nous donne en plus une alimentation qui n'est pas de qualité. Donc là, vraiment, il faudrait faire, mais les propositions du Via Campesina, j'invite évidemment tous les auditeurs à aller sur le site de Via Campesina, qui l'exprime très bien, pour avoir plus de détails, plus de précision. C'est vraiment aujourd'hui plus vrai que jamais. Merci Josie. Alors, depuis le début de ce webinaire, on attendait Mamadou Sissoko. Pour des raisons techniques, il n'arrive pas à nous rejoindre, mais en revanche, nous avons avec nous Mamadou Mignane Diouf du Forum social africain. Vous m'entendez? Mamadou? Ah, je ne vous entends pas. Alors, en attendant d'entendre Mamadou, je vais me tourner vers Najib. Alors, on a plusieurs… Najib, vous êtes toujours là? Oui. Oui. On a plusieurs questions du public. Alors, que je m'y retrouve, excusez-moi. Voilà, donc compte tenu des liens que vous avez expliqués entre insécurité alimentaire et pauvreté, qu'est-ce qui peut être fait selon vous en termes d'alliance ou de convergence entre mouvements paysans et mouvements communautaires urbains? Vous savez, d'abord, au niveau du Maroc en tout cas, malheureusement, on ne peut pas dire que le mouvement paysan est organisé, je parle en particulier de la petite et moyenne paysannerie, hein,
Vous avez des associations professionnelles hein, dans l'agriculture qui sont plutôt importantes, puissantes, qui ont des moyens, qui font du lobbying aussi. Donc, vous avez des organisations professionnelles. Est-ce que pour autant, vous avez des organisations paysannes qui représentent la grande majorité de la petite et moyenne paysannerie? Malheureusement, non. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement significatif, important. Bien évidemment, il y a des organisations, il y a des associations locales qui se démènent ça et là, hein, avec les moyens, avec les possibilités, dans des conditions souvent très, très difficiles. Mais malheureusement, elles ne sont pas encore, justement, puisque votre question, vous me posez une question en termes de formulation de politique, d'alternative. Elles ne sont pas encore suffisamment visibles au niveau national pour constituer une force de négociation et donc de formulation de nouvelles orientations. Voyez. Et donc, les orientations s'expriment au Maroc beaucoup plus à travers des organisations syndicales, des organisations de la société civile, mais pas nécessairement en milieu rural, à travers évidemment des débats dans les universités, dans les cercles de sociétés savantes, beaucoup de forums, effectivement, de la société civile, plus d'ailleurs en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais donc, il y a quand même une vie intellectuelle, une réflexion, des organisations, une action qui aboutit à formuler des orientations politiques, et donc de politique publique. Et donc, là, si vous voulez, les alternatives à la situation actuelle, malheureusement, ou heureusement, elles sont évidentes, hein, parce qu'elles procèdent en réalité tout simplement d'un constat que chacun peut aujourd'hui constater. Vous savez, la première chose peut-être à bien clarifier, c'est que compte tenu évidemment des choix de production qui sont faits, compte tenu de la dégradation des conditions de vie, et dans l'agriculture en particulier, on peut dire qu'en gros, l'activité agricole déjà proprement dite ne fait plus vivre l'agriculteur. C'est toute proportion gardée, c'est une situation qui peut être comparable aussi à certaines situations en Europe. L'activité agricole proprement dite ne permet plus à l'agriculteur moyen, aux paysans, de vivre décemment de son activité agricole. Alors, au Maroc, malheureusement, comme il n'y a pas les aides européennes, il n'y a pas les subventions de l'État, il n'y a pas… La paysannerie, elle se débrouille, il va chercher, donc je l'ai signalé tout à l'heure, elle va chercher, c'est un peu des solutions à l'extérieur de l'exploitation. Et donc, on va soit faire des activités salariées, des activités commerciales, de services divers. Il y a aussi les transferts. Il ne faut pas oublier que je peux vous dire que des douars entiers dans des régions du Maroc vivent principalement sur les transferts de leur famille, des membres de leur famille qui sont en Europe. Soit les transferts des membres de la famille qui travaillent en ville. Et donc, la première alternative, elle est quand même dans un certain nombre de réformes structurelles, autant au niveau des structures de production qu'au niveau de l'encadrement de la production, des conditions de vie de la paysannerie, qui peuvent permettre d'abord à cette paysannerie de vivre dignement de son travail et donc de trouver des raisons de se maintenir dans l'espace rural pour pouvoir effectivement affirmer une existence donnée. Maintenant, l'autre orientation forte, évidemment, et là, la crise est patente à ce niveau-là, c'est évident que la mondialisation à l'ancienne n'est plus pertinente, ne peut plus être… Et donc, il y a un autre rapport à inventer avec l'extérieur, je dirais. Soyons clairs, il faudra bien continuer à exporter, ne serait-ce que parce que nous sommes fortement dépendants et donc nous devons importer. Donc il faudra continuer à exporter. Sauf que
Le vrai débat, ben, il est au niveau simplement de l'ordonnancement des priorités. Il faut inverser les priorités. Ça veut dire qu'il faut d'abord produire, c'est le principe même de la souveraineté alimentaire. Il faut qu'on soit maître de nos politiques. Il faut orienter nos politiques d'abord en fonction des besoins de la demande interne, des besoins de la population, et donc réorganiser la production, réorganiser les outils de politique publique pour gagner en sécurité et en souveraineté alimentaire. Alors, évidemment, on n'a pas le temps ici d'entrer dans les détails, mais il y a des propositions très, très pratiques, très concrètes pour pouvoir aller vers, si vous voulez, à la fois un système de production qui permet au pays de gagner en souveraineté et qui améliore les conditions de vie de la paysannerie tout en préservant ce qui est majeur, les ressources naturelles. Donc, vous le savez bien, malheureusement, le Maroc la situation est assez problématique au Maroc, tant en ce qui concerne la question de l'eau que la question des sols, des forêts, etc. Il y a un réel problème de préservation des ressources et toute nouvelle orientation, s'il ne se situe pas au carrefour de ces trois axes, je répète, souveraineté, niveau de vie de la population rurale et préservation des ressources naturelles. Merci Najib. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que Mamadou Sissoko vient de nous rejoindre. Mamadou, vous nous entendez ? Il faut qu'il ouvre le micro. Il faut ouvrir votre micro. Il faut ouvrir oui, votre je disais donc, je m'excuse, mais c'est la main. Je l'ai ouvert, madame. Oui, ouvert. Vous l'entendez? Allô? Oui. Allô? Le micro est ouvert maintenant. C'est bon. Voilà. Je m'excuse, mais c'est la machine qui m'a joué un tour. Voilà. Alors, je précise donc… Oui, je vous écoute. Donc Mamadou, vous êtes président d'honneur du réseau des organisations des paysannes et paysans de l'Afrique de l'Ouest. Donc, depuis début juin, des manifestations ont éclaté au Sénégal pour demander la fin du couvre-feu. Vous nous aviez dit, on avait échangé avant ce débat, vous nous disiez que l'une des raisons pour lesquelles il y avait ces manifestations, c'était le fait que les paysans, les habitants des populations rurales, urbaines avaient épuisé leurs réserves. On va avoir peu de temps devant nous, mais ce que vous nous aviez dit aussi, c'était que pour l'heure, les gouvernements restaient enfermés dans le système des accords de partenariat économique que vous qualifiez d'accords de pauvreté économique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous êtes en train de faire du côté de la société civile en Afrique de l'Ouest? Comment vous vous organisez pour penser la suite? Quelles sont vos pistes de travail? Je pense que la partie importante de la civilisation. Et pour cette raison, les produits des terroirs sont fondamentalement des enjeux. La défense de notre identité est liée à nos capacités de continuer de produire, de transformer ce que nous mangeons, qui est donc, comme je l'ai dit, une partie importante de notre civilisation. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas s'entendre avec les économistes qui mettent tout dans des calculs de coûts-bénéfices et de gains. C'est vrai que toute activité a besoin, par les investissements, de rattraper quelque chose. Mais quand on voit la problématique de l'alimentation, je pense que le fait qu'une majorité de la population produit ce qu'elle mange est déjà un signe de stabilité et un signe de protection des valeurs fondamentales. Et c'est là qui fait la différence entre les paysans
au Sahel particulièrement et en Afrique de l'Ouest, et les schémas qu'on nous présente. On n'arrêtera jamais de leur dire que la révolution industrielle de l'Europe qui a transformé votre agriculture ne peut pas être celle d'ici. Parce que nous, on n'a pas eu de révolution industrielle. Donc, il faudra que les gens sachent qu'on ne peut pas donc plaquer ou bien par des calculs en disant, bon, si vous prenez plus de terre, vous enlevez les arbres, donc le land grabbing, vous allez voir que tout va s'arranger, ça ne marche pas. Il faut donc que les économistes se forment aux valeurs fondamentales des systèmes de production et de l'alimentation dans les pays du Sahel et en Afrique de l'Ouest en général. C'est important. Je pense que le dernier intervenant a parlé de ça. On ne peut pas sacrifier l'avenir des peuples parce que tout simplement, il faut satisfaire pour ça de la production mondiale agricole qui se trouve sur et là avant la pandémie qui restera là parce que ce sont des enjeux stratégiques qui ne sont pas discutés. Et l'OMC est venu pour boucler ça, pour en faire des règles internationales. Ceci dit, l'APE fait partie de ce mécanisme. Et pourquoi nous disons accord de pauvreté? Parce que si on nous dit que nous devons être en égalité dans les échanges et dans le marché, nous savons bien que ça ne marchera pas. Ça n'a pas été le cas de l'Europe avant l'OMC et du moins du monde avant l'OMC, ça ne sera pas le cas. Nous, nous sommes engagés, toujours engagés pour le droit round. Dont les éléments acceptés par tout le monde. Donc, on ne comprend pas du jour au lendemain que l'on sorte de ça sans nous donner des explications. On donnera un coup. Maintenant, pour revenir, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit la dernière fois, la grande majorité des travailleurs et des travailleurs, j'ai dit, ils sont dans le non formel. Donc, ils ne sont pas recensés dans des syndicats, ils n'ont pas de salaire, etc. Et c'est ça. Donc, ces gens, ce sont des gens qui travaillent 24 heures pour 72 heures. C'est-à-dire qu'ils travaillent le lundi pour avoir de quoi se nourrir le mardi. Donc, si vous les mettez en compte, il y a une limite que toute famille a un peu de réserve. Tout qu'on propose, 5 kilos à bout de souffle à discuter. Mais l'autre élément que nous avons constaté, c'est que cette partie de gouvernement qui disent on a prévu des fonds pour aider les populations, nous avons vu un signe de retour à tous les... Parce que tout est l'administration. C'est comme si les fonds des sous-préfets et des gouverneurs qui posent le problème. C'est un souci parce que l'ajustement structurel, on a eu le tout état à partir de ça. Là, on voit partout ont eu comme problème fondamental avec le confinement, c'est que la circulation des produits fut bloquée un moment, puis timidement libérée. Bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, les choses se décantent. Mais la question que nous avons posée et sur laquelle nous continuons de réfléchir, c'est le lien entre l'alimentation et la santé. C'est maintenant que les gens découvrent que la santé est une partie importante. Donc, nous voudrions dire tout simplement que, en tout cas, les paysans du monde, que vous soyez agriculteurs avec des machines ou paysans avec sa petite responsabilité dans les propositions de changer les mondes. Mais surtout, oui.
Vous n'entendez pas? On vous entend très, très moyennement. On me dit que… Bon. Je veux dire que ce que nous disons, c'est que nous avons une responsabilité de changer les paradigmes. Ça commence par nous. Si nous-mêmes, nous ne mangeons pas ce que nous produisons, si nous-mêmes, nous n'attachons pas de valeur à nos marchés locaux, nous n'aurons jamais la possibilité de changer. Aujourd'hui, en tout cas, l'Afrique de l'Ouest, notre priorité sur les systèmes de production territoriaux, nous focaliser sur les marchés territoriaux et également donner de la valeur à une bonne partie de ce que nous mangeons pour pouvoir ne pas disparaître dans ce qu'on appelle global. Parce que l'adage dit, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Et ça, ce n'est pas du tout une théorie, c'est une réalité. Ceux qui mangent de la pomme de terre ne réfléchissent pas comme ceux qui mangent du riz. Et ceux qui mangent du riz n'ont pas les mêmes valeurs que ceux qui mangent du mil. Le monde est fait d'une manière, je ne peux pas dire totalement équilibrée, mais les zones agroécologiques déterminent les modes de vie et cela est très important à sauvegarder pour une diversification du monde. Voilà un peu les problèmes. Ils ne sont pas des questions de calcul de taux d'intérêt, etc. Ce sont des problèmes de fond. Aujourd'hui, une bonne partie des Africains, des Latino-Américains sont rentrés dans le système global. Et donc, ce n'est plus un problème de l'Occident, de l'Afrique, etc. Mais il y a une base. Et cette base, ce sont les économistes qui refusent de prendre autre élément que ce qu'ils ont considéré, eux, comme des gains. Et ils refusent aussi d'admettre même les échecs économiques. Et ça, c'est triste. Donc, je crois qu'il y a quand même un défi entre les organisations professionnelles du Nord, entre nous qui restons paysans et qui dépensons énormément d'énergie pour garder nos valeurs alimentaires, nous devons essayer de savoir que nous avons un défi à relever par rapport à tous les pays du monde. Et voilà ce qui nous intéresse, nous, ici, pour que nous puissions changer les choses. Ce n'est pas des slogans. La souveraineté alimentaire n'est pas un slogan. Personne ne peut nier la place de l'alimentation dans la civilisation. Donc, ce n'est pas un slogan. Que vous soyez nourri au supermarché ou nourri, je ne sais pas, sur les trottoirs, l'alimentation, quand même, est fondamentale. Et nous voudrions que les gens comprennent que c'est un droit absolu. Le premier droit qu'on ne peut pas négocier dans des salles de conférence. Merci. Merci Mamadou. Même si la connexion n'était pas excellente, on a entendu l'essentiel. J'ai une question pour Josie d'une internaute. Comment conforter et développer les circuits courts qui ont fonctionné pendant le confinement? Je pense qu'effectivement, c'est pertinent. Tout simplement en s'attelant nous-mêmes à continuer à faire que ça puisse fonctionner. Ça veut dire installer des paysans, des paysannes nombreuses. Chez nous, les circuits AMAP qui fonctionnent très très bien ont vraiment montré leur capacité à être réactives lorsqu'il le faut immédiatement. Nous, on n'a pas une seule livraison qui n'ait pas été maintenue. Donc, ça fait partie des choses qui sont à améliorer et à généraliser parce que notamment, elle ne s'occupe pas que de la distribution, elle s'occupe aussi de l'installation, faire en sorte qu'il y ait des paysans et des paysannes nombreuses et nombreux sur les territoires parce que c'est ça qui nous manque. C'est ce que prône aussi la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire un accès à la terre, un accès à l'eau, un accès au crédit. On a besoin d'installer des paysans, des paysannes nombreuses si on veut effectivement parvenir à améliorer la situation alimentaire, écologique, sociale, un petit peu partout. Mais il n'y a que sur les citoyens que l'on peut compter aujourd'hui. Même les municipalités n'ont pas du tout été à la hauteur des enjeux qui se présentaient. Elles nous posent encore trop d'entraves. Il y a quelques petites municipalités rurales qui ont joué le jeu, mais elles sont tellement rares. On les en félicite, mais enfin bon, on est quand même catastrophé par la situation générale. Donc, je crois que, en fait, c'est vraiment sur nous qu'on doit compter, citoyens, paysans, paysannes, pour être déterminés
à fonctionner en dehors du système global. Merci Josie. J'ai une question également pour Mamadou. Vous m'entendez toujours? Non, on n'entend plus Mamadou. Alors du coup, je vais la poser. En fait, j'ai une question aussi pour vous, Najib, une question de Hassan. Je vous entends, je vous entends. Alors Mamadou, le Covid-19, nous dit Akesh, a révélé la nécessité de la souveraineté des peuples et en premier lieu la souveraineté alimentaire. Cependant, le capitalisme qui se prépare énergiquement avec le post-corona ne va pas lâcher. Comment, à votre avis, affronter cette attaque? Moi, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Ce serait d'une naïveté impardonnable. Le capitalisme est prévu pour créer des conditions. Donc, ce qui est important, c'est que nous continuons aussi de rester dans nos dynamiques. Et c'est là, je pense qu'il y a 4 grands piliers que nous devons mettre en avant. C'est de nous battre pour la préservation de nos ressources naturelles. Et là, c'est un combat des peuples. Et on a déjà vu dans beaucoup de pays que les tests n'ont pas marché. Les peuples se sont battus, ils ont gagné. Nous devrions, parce que la base de ce que le capitalisme veut faire en agriculture, élevage, etc., reste la terre. Donc nous devrions ne pas donner une virgule sur cette question. Le deuxième élément, c'est de continuer de développer nos initiatives innovantes, comme on vient de l'entendre. C'est d'aller de production à consommation. Surtout chez nous où nous sommes encore 65 à 70% de consommateurs. Ce n'est pas comme chez vous. Donc nous avons encore une marge de manœuvre pour pouvoir sauvegarder cela. En le faisant, nous allons donc donner de la valeur à nos systèmes de production et à nos systèmes de transformation et ne pas avoir honte que nous soyons dans des systèmes qu'on appelle rudimentaires. Nous ne devons pas être, je ne sais pas, mécontents de notre niveau d'évolution. Troisième élément fondamental, c'est de savoir que ce qu'on nous présente dans tous les documents de la FAO, on dit que l'Afrique est le dernier continent dans la consommation des pesticides, des herbicides. OK. Ceux qui sont premiers, on n'a qu'à regarder ce qu'ils ont gagné. Donc, nous devrions être conscients de pouvoir développer plus les énergies renouvelables, des produits qui peuvent permettre que nos aliments sont plus sains. Un peuple qui mange bien est un peuple qui a beaucoup d'avantages. Et le quatrième élément, c'est de refuser de penser que les 10% de la surproduction doivent s'imposer pour nous donner des orientations et des prix. Donc, ce sont des choses qui sont à notre niveau, à taille humaine. Moi, je pense que bon, aller aux Nations Unies ou bien à l'OMC pour dire ce que vous faites est mauvais, bon, c'est une perte de temps. Mais être résilient et résistant chez nous, je pense que c'est là où on peut avancer vite et bien. Alors, parce que de toute façon, chaque année, chaque moment, on voit que de l'autre côté, et d'ailleurs, c'est pourquoi ils sont plus violents maintenant. C'est parce qu'ils ont perdu sur tous leurs concepts, sur tout ce qu'ils racontaient. Maintenant, il n'y a rien qu'ils peuvent démontrer. Et c'est pourquoi maintenant, ils deviennent plus violents, parce qu'ils ont dit, si on ne fait pas attention, nous allons échouer. Du moins, ils vont nous démontrer que nous avons échoué. Et ils ne peuvent pas accepter l'échec. Donc, nous devrions rester à des niveaux qu'on contrôle, qu'on maîtrise, pour leur montrer que nous ne céderons pas. Je pense que c'est là où, en tout cas, nous, pays sahéliens, Afrique de l'Ouest, nous avons encore une bonne marge de manœuvre et nous devrions travailler à respecter cela. Merci Mamadou. Alors, je vais encore poser 2 questions et puis on clôturera ce webinaire. Alors, une question d'un internaute pour Najib.
Le plan Maroc vert a été une faillite pour l'agriculture marocaine, nous dit Hassan. Quels sont à votre avis les groupes de pression qui sont en faveur d'une dépendance en céréales et en sucre du Maroc? Comment se fait-il qu'ils soient soutenus à l'intérieur? Est-ce qu'à votre avis, c'est une peur de l'État marocain d'une instabilité sociale? Là, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la deuxième partie de la question. Est-ce qu'il y a une peur de l'État marocain d'une instabilité sociale? Bien évidemment, vous savez, tous les gouvernements, heureusement, tous les gouvernements craignent les mouvements sociaux. Mais si j'ai bien compris la première partie qui porte sur qu'est-ce qui fait que la situation n'évolue pas sur la question de la sécurité alimentaire en matière de céréales, mais aussi d'autres produits. Moi, je pense que ce qu'il faut effectivement bien savoir, c'est qu'en réalité, avec malheureusement la progression continue de la dépendance alimentaire, et donc le recours aux importations, année après année après année, en fait, se sont progressivement constitués dans la filière des lobbies, des groupes d'intérêt, de grosses sociétés, souvent en relation évidemment avec leurs fournisseurs dans les pays étrangers. Et donc, qui se sont installés dans cet état de dépendance alimentaire chronique et évidemment ont commencé à prospérer dans le cadre de cette dépendance. De sorte qu'aujourd'hui, oui, bien évidemment, vous savez, il y a un indicateur qui est assez intéressant. En principe, parce qu'il arrive qu'on ait des bonnes récoltes. Mais en principe, lorsque on fait une bonne récolte céréalière, les importations devraient considérablement baisser en conséquence. Or, qu'est-ce qu'on a constaté, cela depuis au moins une dizaine, voire une quinzaine d'années, c'est qu'en réalité, il y a une sorte de minimum d'importation, quel que soit l'état de la récolte. Quel que soit l'état de la récolte, vous avez un lobby qui travaille pour importer des quantités minimales, quoi qu'il arrive. Oui. Et alors, évidemment, c'est en relation avec les accords de libre-échange, que n'oublions pas que le Maroc, en vertu des accords qu'il a signés, aussi bien avec l'Union européenne qu'avec les États-Unis, il accorde une préférence tarifaire, évidemment, dans les limites d'un certain nombre de quotas, mais on accorde des préférences tarifaires aux importations venant de l'Union européenne, en fait, principalement de la France, soyons clairs, et puis d'autre part des États-Unis. Et donc, si vous voulez, à la lumière, de cette dépendance chronique, 2, des préférences avec des fournisseurs importants, eh bien oui, progressivement, c'est constitué un lobby, en fait, avec aussi en relation avec l'agroalimentaire, la transformation, parce que on a vu par exemple un discours au niveau notamment de l'agro-industrie qui vous explique que de toute façon, même lorsque la récolte est bonne, on doit importer parce que la production marocaine ne correspondrait pas à certaines normes, des standards de qualité qu'exige l'agro-industrie. De sorte que par ce biais, oui, on s'est installé dans une situation d'importation perpétuelle et donc de dépendance chronique des importations. Et il faut bien comprendre que derrière, il y a aussi de puissants lobbies qui se sont constitués et qui travaillent à cela. J'insiste là-dessus, en connivence, si je puis dire, avec les fournisseurs européens et américains. Il faut bien comprendre que du côté européen comme du côté américain, vous avez les multinationales que vous connaissez, les grands groupes exportateurs, mais qui aussi évidemment trouvent dans des marchés, vous savez, les marchés nord-africains sont des marchés importants et juteux pour les grandes sociétés, les grandes firmes exportatrices européennes, et donc ils ont trouvé là un terreau très, très fertile. Et donc, cette connivence entre les, disons, exportateurs du Nord et importateurs au Sud,
malheureusement, travaille à perpétuer cet état de dépendance. Merci Najib. Alors une dernière question pour Josie Riffaut de Vincent qui travaille dans la coopération. Il nous demande comment aider ici en Europe le développement de la souveraineté alimentaire dans le Sud. Nous continuons ici à avoir des visions de l'agriculture comme un secteur commercial. Europe, première puissance agro en import et exportation. Alors comment fait-on ensemble pour que la souveraineté alimentaire soit la nouvelle voie partout de développement? C'est un vaste programme. Quelques pistes du coup, parce que là, je ne crois pas qu'on aura le temps d'aller au bout. J'aime pas trop l'idée d'aider le Sud. Pourquoi? Parce qu'il y a une connotation qui me gêne un petit peu, mais j'entends que c'est pas ce que vous voulez dire. Les aider, c'est nous aider. On marchera tous ensemble, et c'est ce que fait la Via Campesina. On est dans une lutte globale. Ce qui sert aux paysans et aux paysannes françaises, sert aux paysans et aux paysannes du monde, parce que jamais on est dans une vision frontale, une vision de concurrence. Alors, plus précisément, qu'est-ce que ça pourrait être faire quelque chose pour le Sud? Eh bien, ça pourrait être, du coup, déjà combattre de front tout ce qui est accaparement des terres pour les agrocarburants, pour toute l'importation qui nous fait vivre ici, qui nous fait maintenir notre système tel qu'il est. Déjà, si on arrivait à s'opposer à ça, ben, ça serait un poids énorme en moins pour l'Afrique. On leur rendrait leurs terres vivrières. N'oublions pas quand même qu'à chaque fois, ce sont les terres vivrières qui sont spoliées, qui sont sorties de là manus militaris. C'est absolument honteux pour nous de porter cela. Après, dans d'autres pistes, il y a quand même, dans les listes globales, par exemple, exiger l'annulation de la dette. Déjà, ce serait un grand pas. Après, comment on pourrait les aider? En refusant les dictates des accords de libre-échange qui sont en permanence imposés à l'Afrique et qui la soumet complètement, qui l'appauvrit et qui l'anéantit. Les aider, c'est vraiment, je crois, d'abord une aide politique à apporter pour que les pays occidentaux arrêtent de les soumettre et arrêtent de les empêcher d'exister. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. On les pille, on les empêche d'exister, d'exprimer leur savoir-faire, d'être eux-mêmes au quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose de frontal, c'est quelque chose qu'on peut gagner, quelque chose qu'il faut que l'on gagne si effectivement on veut que l'Afrique demain, l'Afrique notamment, il n'y a pas que l'Afrique qui a des problèmes, mais portugal dont on parlait aujourd'hui, puisse effectivement trouver des horizons intéressants, nouveaux, vivables, dignes, la dignité qu'on leur doit. Moi, j'ai honte aujourd'hui du pillage permanent de l'Afrique. J'avoue que ça fait partie qui me mine énormément. Je vous remercie. Je remercie Mamadou Sissoko d'avoir réussi à nous rejoindre malgré les conditions techniques assez défavorables. Je vous remercie également Josie Riffaut, Najib Akesbi. Merci également donc à Dialogue Global pour l'organisation de ce webinaire. Je vous invite à nous suivre aussi sur Bastamag. On a réalisé et publié aujourd'hui en accès libre un article qui fait un petit peu l'état des lieux de la situation concernant la crise alimentaire mondiale et dans lequel nous avons intégré notamment des interventions de Najib Akesbi et Mamadou Sissoko avec lesquels nous avions échangé juste avant ce webinaire. Et puis, on va prolonger ces pistes avec d'autres articles à venir, notamment autour de la sécurité sociale alimentaire en France, qui est un projet ardemment discuté dans les mouvements sociaux. Bonne soirée à toutes et tous et bonne lutte. Merci, au revoir.